Lire dans la pensée, une chimère, un rêve inavouable, un outil narratif de la science-fiction, un caractère des figures magiques, dieux, prophètes, vampires ou sorcières. Et si les neurosciences avaient percé le mystère de notre imagination? Et si la pensée que l'être humain chérit tant, car elle fait de lui un être à part dans l'univers, n'était qu'une activation d'une zone du cerveau? Et si on pouvait créer par la pensée? Nous présentons Mind-Eye, une approche novatrice de décodage d'images à partir de l'activité cérébrale capturée par IRMF, permettant de retrouver et de reconstruire des images visionnées. Nous montrons que Mind-Eye atteint des performances de pointe, tant pour les tâches de reconstruction que de récupération. En particulier, Mind-Eye est capable de retrouver l'image exacte parmi des candidats très similaires, ce qui indique que ces embeddings cérébraux conservent des informations spécifiques et détaillées propres aux images. Tout le code est disponible sur GitHub. Ces quelques phrases sont celles qui ont tout changé. Elles sont extraites de l'introduction d'un article de recherche de l'Université de Princeton aux États-Unis. Son titre, « Reconstruire la vision de l'esprit ». Le Mind to Image, c'est une technique qui utilise les neurosciences et l'IA pour essayer de visualiser l'imagination. On l'a développé avec notre laboratoire de recherche, avec la Sorbonne et avec aussi l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui nous a aidés pour faire des IRM là-bas. Donc c'est une technique basée sur le fait de mettre une personne dans un IRM de son cerveau, pendant qu'il imagine des images. Et ensuite, on est capable de reconstituer l'image que la personne s'imagine dans l'IRM, plus ou moins fidèlement, via un protocole expérimental qu'on a développé nous-mêmes. Le fait qu'on puisse le répliquer, nous trois, avec nos données, nos propres données, c'était déjà quelque chose d'assez impressionnant selon nous. Donc ça, c'est arrivé assez tôt dans le projet, on s'attendait pas à ce que ça arrive assez tôt, ce qui nous a laissé le temps d'aller encore plus loin et de se dire qu'est-ce qui se passe si on essaie de recréer des œuvres qui sont purement imaginées. Et le moment où on a réussi à approcher ça, on a vu que ça fonctionnait, que les images en général correspondaient à ce qu'on essayait d'imaginer. Ça a été vraiment incroyable. Donc c'est là qu'on a dit ok, on a quelque chose d'assez fou et ça met aussi la pression sur comment on va réussir à le présenter d'une manière qui soit belle, compréhensive. Le truc qui nous a fait aller un peu plus loin, c'est quand les neuroscientifiques de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière nous ont fait comprendre que la vision et l'imagination, c'était des canaux dans le cerveau, sauf qu'à l'imagination, on rajoute des choses. Et donc c'est ça qui a été notre idée pour passer finalement de la reproduction d'images vues dans l'IRM à l'imagination. Si là, je demande à quelqu'un, ferme les yeux et imagine un ballon de foot dans ta tête, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ferment et ils le voient. Comme un joueur de foot, Pierre est entraîné. Il sait, à force de répétition, entrevoir les détails du ballon, de la pelouse, du but, ajouter de la perspective. C'est la première partie du problème. Bien créer, c'est bien imaginer. La deuxième, elle est technique. Il s'agit des nombreux passages dans l'IRM. C'est que c'est une torture immense que de passer plusieurs heures dans des IRM. On faisait des sessions de 1h30, 2 heures. Comme c'est une IRM du cerveau, on est plongé totalement la tête la première dans l'IRM. L'IRM est extrêmement petit, moi je suis assez claustro, ça m'a pas mal traumatisé ce côté-là. Donc on est vraiment totalement encerclé par la machine. Adieu petit singe, et réfléchis bien, imagine bien. La machine fait énormément de bruit. On a donc une espèce de grande arche dans laquelle on a les jeux de miroirs pour pouvoir voir l'écran. Donc on est cadenassé. On se sent vraiment oppressé par la chose. Et après, en fait, c'est une expérience un peu méditative, dans le sens où on se retrouve quand même à regarder des images dans un endroit étriqué, avec beaucoup de bruit. Et donc, au bout d'un moment, en fait, on rentre dans une espèce de transe. Donc, typiquement, pour entraîner les algorithmes, on avait besoin de récolter des données sur la mémorisation. Donc, on regardait des images, ensuite on fermait les yeux et on essayait de se remémorer ces images. Et en plus, le moindre mouvement détruit toutes les données. Donc il faut rester le plus statique possible. Et donc finalement, en fait, c'est une sorte d'expérience un peu
surnaturel que de passer 1h30 dans l'IRM à se concentrer à imaginer des images, parce que au bout d'un moment on se perd, c'est un état de méditation entre guillemets, mais faut être extrêmement concentré, ne plus bouger, donc au bout d'un moment on sent plus trop ses bras, ses jambes, on est restreint et au bout d'un moment, moi j'avais vraiment la sensation de devenir un IRM. On le comprend. Les passages dans l'IRM n'étaient pas une partie de plaisir. Mais est-ce que ça en valait la peine ? Il faut se souvenir que toute cette expérience mettant la science au service de l'art, autour d'un projet presque magique, n'est pas anodine. Elle a un but et une portée sociale. Si elle a fonctionné, alors elle aura des conséquences, car lire dans la pensée est un pouvoir aussi fantastique que dangereux. Alors, comment juger que l'expérience est réussie ? Premier critère, c'est le critère scientifique, est-ce que ça a marché ? Sur ça, on est très satisfait et quand même assez surpris d'avoir obtenu des résultats aussi bien avec aussi peu de données, même si on a fait beaucoup d'heures d'IRM, on n'a pas énormément de données. Et on a quand même réussi à avoir des résultats statistiquement significatifs. Le but de notre art, au final, c'est d'amener des technologies qui sont des technologies de pointe, que les gens ne connaissent pas encore, de les montrer d'une manière qui soit universelle, avec un langage qui parle à tout le monde, qui est l'art. Donc demain, si une personne qui parle ni français ni anglais voit ses œuvres et s'y intéresse, il peut commencer à s'interroger sur ces questions-là. La manière de l'amener, c'est une manière qui est visuelle, donc qui a priori parle à beaucoup de gens. Et le but, c'est justement de lancer ces discussions. Donc ça questionne sur la place de l'IA dans nos sociétés, la place de vraiment ces interfaces cerveau-machine. Si demain, c'est les données du cerveau et est-ce que vous donnez accès à votre cerveau pour pouvoir ouvrir l'algorithme qui vous rend tel ou tel service, qui vous donne tel ou tel pouvoir, on se posera peut-être plus la question. Nos enfants, ils se la poseront moins, leurs enfants, ils se la poseront moins. Le collectif Obvious, derrière cette expérience, n'en est pas à son coup d'essai. À l'avant-garde de l'art numérique, il a compris très vite l'importance de tokeniser les œuvres immatérielles, c'est-à-dire de les inscrire dans un registre numérique pour les rendre immuables, pour garantir leur authenticité et leur rareté. C'est aussi Obvious qui, en octobre 2018, a vendu aux enchères un tableau généré par une intelligence artificielle dans la prestigieuse maison Christie's. Prix de vente, 432 500 $. De quoi faire entrer l'usage de l'IA comme outil d'art dans la cour des grands. Il faisait partie des très rares acteurs en 2018 qui ont à la fois expérimenté avec l'intelligence artificielle pour produire de l'art et en même temps qui ont pressenti que ça allait être cohérent de tokeniser ces pièces numériques pour les rendre entre guillemets immuables et tradables uniquement de manière numérique. Parce qu'il y avait déjà des acteurs qui étaient plutôt des techos qui expérimentaient déjà sur les GAN, etc. Mais voilà, on va dire que les deux premiers acteurs qui ont vu un vrai sens à tokeniser de l'AI art, dans cette démarche-là, en tout cas, c'était Robbie Barra et Obvious. Il s'avère que moi j'ai un doctorat en intelligence artificielle et donc vers 2016-2017, on s'est intéressé à des algorithmes de génération d'images qui étaient un peu les algorithmes précurseurs, des algorithmes comme Midjourney ou de text-to-image qu'on a aujourd'hui tous à disposition. L'idée de base, c'est faire revivre un peu l'esprit de De Vinci, qui est de mélanger l'art et la science. Son ambition profonde est d'utiliser la science et la technique pour faire de l'art et questionner les enjeux fondamentaux de la société. Aujourd'hui, les puces dans le cerveau qui permettent de contrôler des objets ou de retrouver de la mobilité ont des portées médicales. Demain, pourrait-elle s'imposer comme l'interface avec la machine la plus démocratique, utilisant l'organe que nous avons toutes et tous en commun ? Cela n'étonnera personne que des entreprises comme Neuralink cherchent à percer ces mystères. Mais entre les effets d'annonce d'Elon Musk et la réalité, il y a du temps qui passe. Obvious a utilisé ce temps pour expérimenter. La collection Imagine ouvre une réflexion sur les possibilités de notre cerveau. Sur toutes les lèvres des amatrices et amateurs d'art déambulant dans la galerie qui accueille la collection, une question fondamentale se pose. Une question au fond toute simple. A-t-on vraiment lu dans la pensée ? Quand on disait IA, avant que tout le monde y ait accès, on pensait les robots, les trucs comme ça, quoi. Aujourd'hui, quand on dit lire dans la pensée, on pense, là tu penses à quelque chose et j'arrive à le lire sans aucune volonté de ta part, sans aucun outil. Et ça, non, on n'en est clairement pas capable. Je pense qu'on est en train d'ouvrir
légèrement une porte vers un monde qui est en train d'être découvert. C'est vraiment les premiers pas. Et je pense que ce à quoi on arrivera dans 5 ans, c'est quelque chose de très différent de ce qui a été dépeint dans la science-fiction. Est-ce que ça vient de vos cerveaux? Bah oui, pour nous, ce qui est important, c'est l'intention. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire. Et toute cette intention, elle vient de notre cerveau, de nos cerveaux. Et donc, bien évidemment, tous ces choix artistiques, le choix du support, le choix de la monstration, c'est-à-dire quelle œuvre on met à quel endroit, le choix des œuvres, le choix du papier, le choix du surréalisme, tout ça, c'est des choix d'abord personnels et puis après qu'on crée ensemble tous les trois. Et donc, ça vient de nos cerveaux. Si l'on considère que le surréalisme est un automatisme psychique pur, comme le définit André Breton, fondateur du mouvement, alors le mind to image est une évolution contemporaine de cet idéal. Obvious matérialise les pensées et les rêves. L'histoire de l'art numérique s'est longtemps exprimée dans l'immatériel, du mouvement scène des mots aux jeux vidéo, en passant par l'animation 3D ou, plus récemment, les NFT. À contre-courant, le collectif Obvious est allé chercher la matérialité, faisant passer les œuvres de l'écran à la toile. On aime prendre des contre-pieds. Toute la création numérique, c'est sur Internet. On a créé une série qui était physique. Faire du nouveau en utilisant des savoir-faire, c'est ce qui est le plus cool, tu vois. C'est faire des ponts entre l'ancien et le nouveau, faire des ponts entre art et science, essayer de montrer que c'est pas en écrasant le passé que tu peux montrer une voie vers le futur. Quand ils ferment les yeux et qu'ils imaginent un sujet, ça part d'abord d'un fond noir parce qu'on ferme les yeux, on est dans l'obscurité et ils avaient envie d'accentuer ce côté-là sur le print et du coup d'aller accentuer les contrastes avec les noirs. Et en plus, ils sont allés très loin, je trouve, dans la démarche, au point de casser une machine. Donc, et une machine qui coûte cher en plus. Les propriétaires de ces machines, très impliqués dans le projet, se nomment Dominique et Lisa. Tous les deux sont imprimeurs d'art à Paris Graphie. Malgré le défi posé par Obvious et la bataille contre leurs outils, ils ne regrettent rien. Ils sont arrivés dans notre labo et ils nous ont posé ces questions. Est-ce que c'est envisageable, notamment, de pouvoir imprimer donc sur des papiers d'art en grand format et puis de imaginer une deuxième impression par-dessus la première pour accentuer les noirs, parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus noir que noir, donc je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais cette espèce de noir un peu doré, mordoré, cet effet était vraiment presque inattendu, on va dire. Moi j'avais une idée du problème parce que j'avais déjà eu ce type de problème, mais en tant que défaut. Là on a fabriqué un défaut finalement qui valorise totalement l'œuvre. Les machines des imprimeurs ne sont pas faites pour ça, parce que les noirs qui sont imprimés sont déjà parfaits. Ce que voulait donc le collectif Obvious, c'était pouvoir par-dessus ces noirs qui étaient déjà profonds, rajouter une couche qui entraîne un défaut, finalement, on peut dire ça. C'est ça qui nous fait vibrer. Hein. La vocation aussi de Paris Graphie, depuis qu'on l'a créé, c'est d'aider les artistes et de soutenir tous les projets. Donc ce côté expérimental, c'est vraiment ce qu'on aime. Ça ne nous a pas fait paniquer, on s'est juste dit ça serait quand même bien de trouver le moyen de le faire et aussi qu'ils arrivent, eux, à concrétiser leurs projets. De la pensée au papier d'art, le chemin a été long. Au milieu de tout ça, un seul vecteur créatif, l'artiste. Celui qui fait de l'art numérique avec des IRM et de l'intelligence artificielle est autant questionné sur son travail que l'était le photographe au siècle dernier. La question de sa place dans la création amène une réponse complexe. Les personnes qui créent, ce sont les artistes. C'est-à-dire que c'est les gens qui pilotent la démarche. Ça fait un certain temps, je dirais depuis, on va dire Duchamp, que l'art n'est plus cantonné à soit de la technique, soit des concepts métaphysiques, etc. En fait, c'est principalement lié à ton intention et à ta volonté de créer. Il y a un vrai accompagnement des artistes sur l'IA, c'est-à-dire qu'ils vont aller alimenter l'IA avec un dataset, donc en général des images, et ils vont voir déjà les premiers résultats qui vont sortir. S'ils ne sont pas satisfaits, ils vont réorienter le dataset pour justement donner une direction un peu différente à l'IA. Il y a pas mal de choses qui peuvent tweaker pour arriver à un résultat qui va matcher avec leur vision d'artiste. Par la technique d'impression, et effectivement, toute cette recherche autour de l'inconscient, du subconscient, des rêves, de l'imaginaire, c'est vrai que c'est des notions et des réflexions qui résonnent avec toute l'histoire du surréalisme. Et c'est intéressant aussi que ça tombe au moment du centenaire du surréalisme, parce que ça fait 100 ans et qu'en 100 ans, on voit un peu le chemin qui a été parcouru.
Et c'est vrai que c'est presque émouvant, quoi, de se dire, voilà, ça fait 100 ans, il y a 100 ans, c'était les cadavres exquis, l'écriture automatique, tout ce qui a été fait par les surréalistes. Et aujourd'hui, on en est à l'intelligence artificielle. Et le résultat est tout aussi beau, en tout cas différent, mais dans la continuité, quoi. Et après? Eh bien après, on se posera toujours des questions. Lire la pensée était une fable. La science l'a théorisée et la technique est en passe d'en faire une réalité. Pour Obvious, en revanche, la route prendra peut-être des chemins différents. Après l'image, le collectif veut questionner le son et le texte. On peut se raconter une histoire dans la tête, uniquement dans sa tête, et être capable de la retranscrire plus ou moins, d'enregistrer les données de cerveau pendant qu'on se raconte cette histoire, pas à haute voix mais seulement dans la tête, et ensuite les donner à un algorithme qui serait entraîné à faire ça pour pouvoir retranscrire l'histoire ensuite sous forme de texte. Et oui, il y a pas mal de recherches là-dessus, donc il y a vraiment des outils de lecture de pensée qui sont en train de se faire développer maintenant dans le monde de la recherche. Mais tout cela, c'est une autre histoire.